Le 12 octobre 2025, c'est aussi une date qui reste gravée dans la mémoire du sang de ceux qui ont perdu la vie. Tout à l'heure, dans le panel, il y aura à la fois des évocations, mais aussi une documentation assez précise de ces Camerounais, ces jeunes qui ont perdu la vie tout simplement parce que, aux mains nues, ils revendiquaient une victoire qui était attestée, certaine, documentée, celle de Issa Tiroma Bakari. Le 12 octobre 2025, c'est aussi une date à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de la conquête démocratique et des luttes pour les droits humains au Cameroun et en Afrique. Parce qu'à cette occasion-là, on n'attendait pas ces jeunes, ces femmes, ces hommes qui, sur toute l'étendue du territoire national au Cameroun, se sont mobilisés comme un seul homme pour transformer l'essai qui, depuis 92, tardait à se faire, c'est-à-dire donner une chance à l'alternance au Cameroun. Fort malheureusement, un régime qui a appris. Bien, bonsoir à tous et chers compatriotes, acteurs politiques, commentateurs politiques, hommes communs, simples citoyens camerounais et dans la diaspora. Bonsoir en ce 12 décembre de l'année 2025. Vous venez juste d'écouter cet extrait des vidéos d'une conférence qui s'est tenue hier, je crois, c'était en France, peut-être à Paris, et qui est organisée par les soutiens d'Issa Tiroma. Cette conférence est intéressante pour moi parce qu'elle me permet d'apprendre des éléments pour pouvoir illustrer ce que je vais illustrer, ce dont je vais parler aujourd'hui dans cette vidéo, ou en continuité de ce qui a été fait dans les jours, je vais essayer d'entrer dans l'identité nationale camerounaise en train de comprendre l'évolution de la pensée politique au Cameroun. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, et dans la révélation d'aujourd'hui, puisque c'est comme ça que j'ai intitulé cette chaîne, Dianana Reveals, dont j'ai fait beaucoup plus de révélations. Dans ces révélations 5, je vais parler justement de la transition du commandement à la contestation. Voilà. Donc je vais pas, voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Voilà. Mais bien avant qu'on commence, je voudrais un peu vous raconter cette petite histoire, une toute petite histoire. Rien de... Juste une petite histoire pour vous. Une petite histoire. Voilà. Un jour, le grand commandeur fait le tour de sa capitale, très fier de l'ordre parfait qui règne. Il voit un homme courir, haletant, poursuivi par 2 gardes. « Arrêtez !» crie le commandeur. « Pourquoi courez-vous » Le citoyen s'arrête, épuisé. « Excellence, j'ai juste dit que notre gouvernement était le meilleur du monde. » Le commandeur, stupéfait. « Mais alors, pourquoi les gardes vous courent-ils après ?» Parce qu'ils savent que ce que je sais, c'est une blague. Le commandeur soupire. Ah, l'unité, ce n'est pas parce que nous disons tous la même chose que nous y croyons. Ce n'est pas parce que nous portons tous le même manteau que nous n'avons pas peur de la nudité. Le vrai problème de l'unité, c'est quand les gens commencent à rire en même temps. Et lorsque les gens le font, la peur se dissipe. L'évolution politique du Cameroun, passant de l'ère du commandement absolu à l'émergence des revendications libérales, peut être analysée ou bien décortiquée à la lumière des prises de position et des événements qui nous ont été rapportés lors de la conférence d'hier par certains panélistes. Parce qu'ils ont fait une illustration patente,
frappante de cette transition, de l'ère du commandement absolu au Cameroun à l'ère de la revendication, je dis libérale, parce qu'elles étaient axées sur les libertés individuelles et aussi collectives. Pour bien comprendre ce basculement-là, du commandement absolu aux revendications libérales, ou à la contestation si vous voulez bien, il est nécessaire de commencer par, à mon avis, par analyser les forces qui ont progressivement érodé le modèle unitaire rigide. Vous vous souvenez de l'UNC, ouais? L'UNC au Cameroun. Dans cette révélation 5, je vais m'attarder d'abord sur les fissures du modèle unitaire au Cameroun. Voilà ce qui va faire l'objet de cette vidéo. Lorsqu'on parle des fissures du modèle unitaire au Cameroun, il faut d'abord comprendre que le Cameroun était initialement conçu comme une espèce, j'utilise encore les analogies, je l'utilise beaucoup parce que je vis aux États-Unis, donc je peux décrire des faits par rapport à l'histoire que je connais un peu. On te conçut comme une espèce de ville sur la colline, où la soumission à l'État, à l'idéal d'unité incarné par le commandement, était la condition de la liberté. Donc, voilà un peu comment le modèle unitaire était conçu au Cameroun. Qu'est-ce que je veux par là dire quand je dis de ville sur la colline? Le Cameroun a été présenté pendant plusieurs décennies comme un havre de paix, comme un modèle de stabilité. Suivez ma vidéo précédente où je vous disais, suivez le discours du président Biya, ou bien suivez même le discours du feu Ahidjo, président Ahidjo. Donc, comme ce modèle unique là, où l'idéal, ce n'était pas la religion comme dans d'autres États, ou Dieu, mais l'idéal, c'était l'unité. Sur Ahidjo, sur Biya, l'unité et son concept de paix qu'il instrumentalise beaucoup. Incarné par le commandement, c'était la condition de la liberté. Si vous dites quelque chose qu'ils estiment porte atteinte à l'unité ou à la paix, ils vous jettent en prison. Vous décidez d'organiser une marche politique, bien que la loi, je veux dire, la Constitution vous donne ce droit, c'est une menace à la paix et à la stabilité. Ils vous balancent. Donc, l'espace de liberté, ou bien la notion de liberté, qui n'est qu'une liberté civile dans ce cas, vous êtes octroyé lorsque c'est une liberté d'obéir et de se plier face à l'idéal tel qu'ils ont été décrits par eux, qui est l'unité, qui est, je peux dire dans certaine mesure, la paix. Mais cette façon de voir-là n'a pas pu résister aux forces de l'expansion et de l'individualisme. Le contrôle de l'élite centralisée a commencé à s'éroder de deux manières fondamentales. Quand je dis l'élite centralisée, parce qu'ils sont à Yaoundé, là-bas, et toute la clique, physiquement et même métaphoriquement. Ça a commencé à s'éroder de deux manières. Premièrement, l'érosion s'est faite par la loi et par l'espace. Je vais expliquer. Et deuxièmement, l'érosion s'est faite par les voies de conscience. Donc, revenons sur la première brèche. La première brèche majeure dans l'autorité du commandement fut créée par l'adoption des cadres formels et la réalité physique du territoire camerounais. D'abord, le régime a été contraint d'adopter des codes de liberté formels, tels que les lois qui ont été passées juste après les années 1990, sur les libertés d'association ou sur les libertés de la presse.
Ces lois-là sur les libertés d'association, sur les libertés de la presse et d'autres lois peut-être majeures ou bien mineures, peu importe, sont l'équivalent camerounais de ce qui a été fait ici en 1641 que nous appelons le Body of Liberties. Et si ça a été fait en réaction à la pratique du commandement de l'autorité du colon britannique. Au Cameroun, ces lois sont venues non pas par le succès d'une reconstitution, c'est les années 90, ou bien la menace même de Fundi. Non, elles n'ont pas émergé de cette façon. Elles ont émergé parce qu'il y a eu un changement tectonique à l'échelle internationale, qui est la fin, la chute de l'Union soviétique, la fin de ce communisme là-bas, la fin de l'histoire, l'expansion du libéralisme sur presque toute la planète. Et si je vais encore ajouter un élément pour ceux qui se souviennent, le discours de la Baule, où François Mitterrand vous dit à tous ces pays qui sont dans l'espace, alors dans l'espace d'influence française, d'aller et d'ouvrir l'espace en donnant beaucoup plus de liberté. Ce cadre formel qui a émergé sous ces forces tectoniques, géopolitiques, ont créé le cadre formel qui peut représenter the body of liberty. Et as a result of that, ont commencé à éroder d'une façon ou d'une autre le commandement unitaire au Cameroun. Ce texte, ce cadre de liberté, ce cadre formel dont je viens de parler, bien que souvent bafoué, crée au moins, néanmoins, des points de référence légaux pour la contestation. La conférence de presse dont un extrait je viens de vous présenter au début et qui s'est déroulée hier en France est une preuve, à mon avis, patente parce que les intervenants insistent sur la nécessité que, je cite, le vote du peuple camerounais soit respecté. Fin de citation. Ils insistent sur la nécessité que la voix idoine, c'est la voix de la loi, c'est la voix du peuple. Je cite, fin de citation. En insistant de cette façon, comme des milliers d'autres de Camerounais le font, comme des millions d'autres de Camerounais le font, ils forcent ainsi le commandement, et comme bien d'autres l'ont fait même à l'intérieur, ils forcent d'autres comme Maître Aliscom, d'autres comme Maître Emmanuel Sim, oui, voilà, un digne fils du Cameroun, Maître Emmanuel Sim, d'autres comme Maurice Kanto, c'est ça qui lui a même donné tout son prestige en 2018, avec ce challenge à la Cour constitutionnelle, qui faisait 1 million de vues live. 1 million live. Live, 1 million de Camerounais étaient pointés live pour regarder ce débat à la Cour constitutionnelle, parce que c'était inédit. En faisant cela, ces gens ont commencé à éroder le système du commandement absolu au Cameroun, en forçant ainsi ce commandement à rendre des comptes face à son propre système légal. Cette érosion légale a été doublée par une dégradation physique du contrôle centralisé. Qu'est-ce que je veux dire? En effet, la simple influence de l'espace a miné le commandement. Et on voit comment c'est en train de miner le commandement. L'expansion démographique. De 1990, je me souviens, nous étions peut-être, j'ai peut-être oublié, je vais dire quoi, 12, 15 millions d'habitants. À l'émergence des villes secondaires ont créé des centres de pouvoir économique et politique locaux. Nous sommes aujourd'hui à près de 31 millions d'habitants. Ces centres de pouvoir économique, Douala, le nord même, pas exactement, peut-être même sur la route, là, il y a une route très importante, très commerciale qui ramène les biens de l'Afrique centrale, la République centrafricaine, le Tchad et tout ça.
Ces villes-là représentent des points, des centres de pouvoir économique. Et deviennent même des centres de politique, des centres de pouvoir politique locaux. Garoua, Douala, non seulement un centre économique, mais un centre de pouvoir politique, c'est réel. Vous l'avez vu. Et ces villes aussi représentent des foyers de dissidence loin du contrôle direct de Yaoundé. Vous avez vu Bafang, vous avez vu Tchang. Voilà. L'éloignement géographique se transforme donc en décentralisation de facto. Je reviens encore. Il ne s'agit pas ici de disloquer le Cameroun. Non. Il s'agit de acter la décentralisation ou bien la fédéralisation, si vous voulez, mais disons mieux le mot de décentralisation, qui avait été inscrit dans les événements de 1961 lorsque nos pères se sont retrouvés en 61, ont acté, ont manifesté leur désir de fédéralisation et que leur désir a été bafoué à travers des codes ou bien des manipulations politiques en 1972 pour réinstaurer un récit de commandement absolu. Donc, il faut donc, j'insiste, la création de ces foyers de dissidence s'amplifie, non pas dans le désir de disloquer le Cameroun, mais dans une stratégie d'acter la décentralisation qui va créer des espaces de liberté et des espaces d'autonomie pour, j'insiste, pour le bien-être des populations locales. Pourquoi le faire? Vous n'avez pas besoin d'attendre que Yaoundé vous le dise. Non. Voilà où il est nécessaire d'avoir dans ces différentes régions des leaders avec la vision. Même s'ils n'ont pas la vision, il faut qu'il y ait des leaders qui ont la vision. Nous sommes là pour vous donner aussi la vision. Il faut des leaders qui ont le désir et l'amour d'améliorer les conditions de vie de la population. De telle manière qu'ils prennent la structure décentralisée, le conseil régional, par exemple. Il y a un conseil régional de l'Ouest qui fait des travaux intéressants. Ils amplifient cette décentralisation-là. Ils reprennent ça, ils amplifient cette décentralisation-là. Voilà ce qui doit faire l'objet des négociations sérieuses et des transactions en ce moment. J'en appelle au président Chiroma de faire de ces négociations, pas des négociations de personnalité, ça, on peut relever ça derrière, mais des négociations axées sur la transformation réelle de la structure de la gouvernance, sur la transformation réelle de la notion d'espace au Cameroun, sur la transformation réelle de la notion d'identité. Bref, nous avons entre nos mains la possibilité, l'opportunité de pouvoir réussir une 4e reconstitution parce que toutes celles qu'on a eues en avant, les 3 premières, 1961, 1972 et les années, le début des années 90, même avec le vent qui a soufflé, comme je le décris avec les libertés là, ont été ratées. Monsieur le Président élu, vous êtes en négociation, que cette négociation débouche. Et c'est là que vous allez rentrer dans l'histoire comme l'un des plus grands hommes politiques du Cameroun. En changeant la structure du gouvernement, en créant les conditions d'une révolution qui va mettre mon cher pays, le Cameroun, sur la route de la croissance et de la prospérité. Je reviens là pour dire donc l'éloignement géographique en se transformant en décentralisation de facto, les exemples cités dans la conférence où les femmes qui se couchent sur les routes à Moutengene et les camionneurs qui bloquent les routes à Minganga. Avant même d'entrer de là, lorsque j'ai suivi cela, j'ai vu ces femmes qui se couchaient en l'air, j'ai applaudi.
Parce que dans les vidéos, si vous avez suivi dans les vidéos aussi, je parle de la nécessité d'utiliser tous les registres. La vie est vaste. Il faut être large. Utiliser les registres artistiques, utiliser les registres religieux. Tout ce qui est nécessaire pour pouvoir avancer votre cause. Donc, j'apprécie énormément et je salue les mères qui sont couchées à Douala. Et je vous demande de ne pas arrêter ce mouvement-là. Je vous demande de continuer de cette façon-là. D'utiliser ces différentes formes de pouvoir et ces différentes formes d'expression pour, justement, non seulement éroder encore beaucoup plus le commandement unitaire, mais créer tout à fait la distance physique et favoriser et amplifier l'émergence de nouveaux centres d'expression politique qui vont rendre le maintien du contrôle du RDPC et de son apparatus par la simple doctrine de plus en plus difficile. Donc, voilà ce que je vous encourage à faire. Utilisez dans les lois et l'espace pour éroder. Et c'est comme ça que les lois et l'espace ont érodé le commandement absolu au Cameroun. Mais parallèlement aux forces structurelles de la loi et de l'espace, le déclin du commandement au Cameroun a été accéléré par des figures individuelles qui ont remis et remettent en cause l'orthodoxie politique, incarnant ainsi l'éveil de la conscience individuelle. Je fais encore référence, par exemple, à mon pays d'adoption. L'esprit de Roger Williams, par exemple, ici aux États-Unis, dans les années au XVIIe siècle, qui prônait la liberté de l'âme et la séparation de l'État et de la religion, ou bien la séparation de l'État avec les intérêts privés, tel qu'on le voit aujourd'hui dans la gestion de la démocratie et de la gouvernance aux États-Unis, se retrouve chez les journalistes d'investigation, comme des Boris Berthold, comme Eric Chinji. Eric Chinji est devenu célèbre parce que, justement, il a seulement pris l'exil en dénonçant, justement, ce système de commandement absolu. Il y a un éveil de conscience. Dans cet esprit de Roger Williams se retrouve chez Eric Chinji, comme ça se retrouve également chez Boris Berthold, comme ça s'est également retrouvé chez plein d'autres. Il s'appelle comment là? Notre le grand journaliste camerounais là, qui est maintenant Aman Mana. Voilà, des gens comme ça. Donc, et des intellectuels exilés à l'époque. Les Monseigneur Ndakmo, pour entrer plus loin. Les Célestin Monga. Les Franklin Nyamsi. Ils ont cet esprit-là. Bien que parfois il est en doyen divers, mais il faut reconnaître que il ne faut pas lui dénier cela. Il a cet esprit-là en lui. Et d'autres, vous êtes nombreux, les Valsero, qui, j'ai eu dit, également fait a même fait la giole. Voilà. Et ces voix qui ont dénoncé la corruption et le mélange de l'appareil de l'État avec les intérêts privés. Les drames qui ont été évoqués hier à la conférence de Paris, comme l'assassinat d'Anis Ekane ou celui de Martinez Zongo, qui sont aussi des voix de la conscience. Martinez Zongo l'était, Anis Ekane l'était. Monsieur Tchameni, qui j'ai appris a été bastonné et qui serait même dans un état peu enviable en ce moment-là, était. Maître Liscom, qui est un acteur politique évidemment, mais qui est aussi une voix de la conscience, pas aucun doute là-dessus. Et plein d'autres, ils sont nombreux. Je ne peux pas tous les citer ici. Mais la façon dont, par exemple, Anissa Ekane, Tchameni, et qu'en est-il, par exemple, de ce jeune homme qui, lors de l'élection, a été attrapé à Douala, on l'a mis au commissariat, il a dit « Je m'en fous, je vote. » Bon, je n'arrive pas. Je vote pour Issa Chiro Mayo. Mais ça, c'était un héros. Qu'est-il arrivé de lui? Je vous demande, il faut le retrouver. Je demande à tous les journalistes camerounais, tous les influenceurs et tous ceux qui travaillent, identifiez ce gars, c'est un héros.
C'est un héros. C'est un héros. C'est une figure également de la contestation. Il faut le retrouver. Il faut retrouver ce monsieur. Voilà. Donc, les drames évoqués comme Anissa Ekane et Martinez Zongo soulignent la violence avec laquelle le commandement réagit face à ceux qui osent dénoncer l'absence de la morale politique et qui refusent l'orthodoxie qui nous est présentée. Ce rejet moral est complété par une revendication politique d'égalité. L'idéal en Amérique, par exemple, de John Wise, toujours dans la même époque, 17e siècle. Ce champion de la démocratie ou du consentement est incarné par des leaders d'opinion et également des leaders de l'opposition, et ou même des coalitions comme celle comme l'Union pour le changement. Parce qu'en revendiquant une gouvernance basée sur l'égalité du citoyen, un homme, une voix, homme avec grand âge, il rejette ainsi l'aristocratie centralisée de Yaoundé là, et tout le clan. La déclaration à la conférence dit selon laquelle, je cite, Issa Chiroma est l'instrument qui a été mis en avant parce qu'en lui, le peuple camerounais a reconnu quelqu'un qui pouvait porter l'espoir. Fin de citation. C'est un panéliste qui l'a dit. Cette déclaration, qui a été faite aussi d'une autre façon par des millions d'autres Camerounais, réintroduit l'idée libérale, l'idée de John Locke, le grand philosophe britannique, que le gouvernement légitime est le produit de la raison et du consentement populaire et non le produit de l'imposition. Je répète, lorsqu'à la conférence, le panéliste dit qu'Issa Chiroma est quelqu'un qui est porté, qui le peuple camerounais a reconnu qu'il pouvait porter leur espoir, en mettant ce statement en avant, il réintroduit l'idée selon laquelle, qui est une idée libérale selon laquelle le gouvernement est légitime. Lorsqu'il est le produit de la raison, ils ont fait leur évaluation, les Camerounais ont vu, et ils ont manifesté justement leur raison à travers une embrassade populaire pour déterminer leur nom. Donc, lorsque le gouvernement légitime est le produit de ces deux facteurs-là, et non de l'imposition, comme ce gouvernement s'impose à nous. En disant cela, celui qui a prononcé ces mots-là à la conférence illustre au plus grand niveau ce basculement de l'ère du commandement. Au plus grand niveau, bien que ça commence avant. Mais puisqu'il faut que j'utilise les événements actuels pour pouvoir illustrer ce que je suis en train de dire, illustre justement ce basculement de l'ère du commandement à l'ère de la contestation et de la revendication libérale. Donc, si ces forces de l'individualisme ou bien du libéralisme, pardon, ne le prenez pas dans le monde comme ça, prenez-le dans son contexte philosophique, dans le sens qu'il est axé sur l'individu, et certaines mesures sur les libertés individuelles, l'autonomie. Si les forces de l'individualisme ont fissuré le commandement, c'est l'entrée en crise économique et en crise sécuritaire qui a été la véritable... qui a véritablement créé le climat pour un contexte révolutionnaire au Cameroun. Mais je ne veux pas entrer là-dessus. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Je vous remercie. À tout à l'heure. J'ai expliqué bien beaucoup, c'est toujours moi. À tout à l'heure.